Passons maintenant au dernier papier de cette session qui sera présenté par Cédric Belloc. Cédric Belloc est un anthropologue, actuellement chercheur postdoctorant au centre Jacques Berck de Rabat, où il est notamment responsable du pôle de recherche sur l'islam et religion du Maghreb. Il a consacré sa thèse à l'islam de France, tel que la vivent les jeunes, et il est en train de publier un livre issu justement de cette première recherche qui porte pour titre « Autorité religieuse et normes islamiques en contexte laïque, l'imam, les fidèles et l'islam de France » prévu aux presses de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve en 2013. Il a déjà coécrit un autre livre titré « Profession imam » et publié chez Albin Michel. Aujourd'hui, il nous présentera un papier qui porte pour titre « Sécularisation, Inch'Allah, illustration et théorie du processus de sécularisation dans le Maroc post-printemps arabe ». Merci Cédric. Merci professeur Bocco. Donc pour expliquer comment je passe d'un terrain, puisque professeur Bocco vous a présenté les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé auparavant à un autre, en fait vous avez remarqué qu'on passe d'un côté de la Méditerranée à l'autre. Pour faire court, évidemment, je ne vais pas m'attarder sur ma propre trajectoire de recherche, mais en fait, je me suis intéressé à l'islam dans la sécularisation, pour le dire très vite, donc l'islam de France, l'islam d'Europe, et maintenant peut-être plutôt à la sécularisation dans l'islam, c'est-à-dire les mouvements civiques et les collectifs de citoyens dans le Maghreb post-printemps arabe, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en tant qu'anthropologue, il est convenu d'approcher un objet de recherche à partir d'un terrain circonscrit au sein duquel on prolonge son séjour et au milieu duquel on tisse des interactions afin d'y multiplier les observations. Définition classique. Je partagerai même la définition radicale de l'ethnographie, selon Loïc Vacan, qui parle, lui, de nécessité d'immixtion dans le faisceau des relations interpersonnelles. Il parle même d'embeddedness et embodiedness. Littéralement, ça veut dire incarnation et encastrement, c'est-à-dire mettre en jeu le corps dans le milieu sous investigation, le corps du chercheur, évidemment. Donc, comme deux conditions, embeddedness, embodiedness, d'une ethnographie sérieuse. Est-il possible d'ethnographier le phénomène ou le processus de sécularisation dont nous parlons aujourd'hui ? Comme il est possible d'ailleurs d'ethnographier l'islam, ou plus précisément, d'ailleurs il n'est pas possible d'ethnographier l'islam, il est plutôt possible, plus exactement, d'ethnographier les diverses expressions que lui donnent des groupes d'hommes dans des contextes bien précis. Donc, nous pensons que oui, et que cela est d'autant plus nécessaire que, comme le disait Geertz, sans d'ailleurs forcément le faire, comme le disait Geertz, à partir d'ailleurs d'un terrain marocain, qui est celui où je me situe, il disait donc « La chose importante à propos des découvertes anthropologiques, c'est leur spécificité complexe, leur caractère circonstancié, c'est avec le style de matériaux produits dans un travail de terrain de longue durée, essentiellement qualitatif, mais non exclusivement, hautement participatif, presque obsédé par le détail et mené dans des contextes délimités, que les méga-concepts dont sont affligées les sciences sociales contemporaines, la légitimité, la modernisation, l'intégration, le conflit, le charisme, la structure, le sens, et on pourrait dire donc la sécularisation, peuvent être dotés d'une réalité sensible qui permettent non seulement de penser à leurs propos de manière réaliste et concrète, mais surtout, ce qui est plus important, selon Geertz toujours, de penser avec eux de manière créative et imaginative. C'est dans son fameux texte la description dense, que vous pourrez retrouver assez facilement, notamment il y a eu une traduction dans la revue Enquête, dont les numéros sont disponibles sur Internet. Vous tapez Enquête Geertz et vous allez tomber sur l'article. Nous ne prétendons pas donc à ce stade de nos recherches remplir les conditions strictes de cette ethnographie radicale que je viens de définir, et qu'il nous soit néanmoins permis aujourd'hui d'opérer comme un va-et-vient en quelque sorte entre terrain et théorie, entre données de première main et réflexion plus distanciée sur un processus qui, de notre point de vue, et malgré les apparences, travaille en profondeur le Maghreb post-printemps arabe, donc le phénomène de sécularisation. Alors, avant de définir cette notion, qui a comme, bon, c'est vrai, comme point commun avec le concept d'islamisme, d'être un petit peu un fourre-tout médiatique et académique bien pratique, je
Je voudrais commencer toutefois par donc une observation à caractère ethnographique pour partir du particulier afin de me risquer à monter en généralité par la suite. Alors, je vous demande donc de me suivre dans le train entre Rabat et Casablanca. Il faut s'imaginer donc que face à nous, de part et d'autre de l'allée qui sépare le wagon, se trouvent deux jeunes Marocains, un jeune garçon et une jeune fille qui ont sensiblement le même âge, entre 15 et 18 ans. Elle, donc, porte un hijab enserrant bien l'arrondi de son visage et des vêtements assez amples, donc ne laissant pas apparaître les contours de son corps. Lui est vêtu plutôt à la dernière mode, jean délavé, arborant des trous, un petit polo moulant avec un col en V, laissant apparaître d'ailleurs la naissance de sa zone pectorale, et une crête à la Marouane Chamark. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux joueur de football marocain, luisante de gel à cheveux. Et à moins de 5 minutes, leurs téléphones portables vont sonner. Pour elle, ce sera le dernier tube de Lady Gaga, et pour lui, un retentissant « Allahu Akbar ». Alors, cette scène par laquelle je voulais commencer me paraît illustrer à elle seule, c'est peut-être un peu risqué de dire ça, mais en tout cas me paraît illustrer le fait que islam et sécularisation, ou plus précisément éléments visibles de l'appartenance religieuse d'un côté et éléments culturels relevant, on va dire, de la sphère profane de la postmodernité, peuvent parfaitement se juxtaposer, voire même là, carrément s'enchasser, comme c'est le cas ici, plutôt que de s'opposer et de se repousser mutuellement, comme on a l'habitude de le dire. Donc, à l'échelle des individus, en tout cas, qui est celle qui nous intéresse le plus en tant qu'anthropologue, cette synthèse semble possible. Bon, il existe évidemment deux autres niveaux où la sécularisation opère, celui de la société civile, des mouvements civiques et associations qui se font justement les porteurs en partie d'un projet de sécularisation, et même à l'échelle de l'État, et d'ailleurs pour ce qui nous concerne aussi de l'État monarchique au Maroc, on y reviendra si on a le temps. Nous avons donc entreaperçu un exemple de sécularisation à l'échelle individuelle. Nous illustrerons la seconde dimension, donc sécularisation de la société civile, par la société civile, dans le cœur de notre présentation. Et donc enfin, je le disais en conclusion, nous traiterons, si nous avons le temps, de la sécularisation du pouvoir royal marocain, à travers les récents travaux donc, qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous semblent très, très importants, de l'anthropologue, notre collègue anthropologue marocain, Hassan Rachid. Donc déjà, à partir de ce seul premier exemple que nous citions, nous avons tout à gagner, je pense, au moins à ce niveau-là, interindividuel, à ne pas nécessairement penser et poser d'emblée islam et sécularisation comme deux dimensions nécessairement antinomiques du monde contemporain. La réalité sociale et culturelle, bien évidemment, est bien plus complexe que cela. Elle ne peut pas se satisfaire de ces grands schémas binaires. Alors, je voudrais faire dans la première partie, puisque là je viens juste de terminer l'introduction, sur la question de l'islam. Oui, mais j'ai encore le temps, ça va. Une bonne vingtaine de minutes, donc. Sur la notion d'islam et sécularisation, donc j'allons pour une approche critique. Donc je développe un petit peu ce que j'ai exposé sur cette présentation un petit peu antinomique de ces deux grands concepts. Donc ce paradigme de la sécularisation que nous faisons nôtre nous distingue des théories contemporaines de la désécularisation, telle que défendue par exemple par Peter Berger. Et alors Olivier Roy a été l'un des premiers à formuler ce qui lui apparaissait comme un inexorable processus de sécularisation de l'islam dans L'échec politique, paru au Seuil en 1992. Alors, son opinion a d'abord été accueillie avec un certain scepticisme par une grande partie de la communauté académique, sans parler du champ politique. Et quelque temps après Roy, donc sur un plan plus global, le philosophe Marcel Gauchet pouvait même parler de désenchantement du monde. Quelque temps avant, pardon. Non, quelque temps après, parce que l'échec de l'islam politique, c'était en 92, et publication de Marcel Gauchet. Donc c'était avant, voilà. La première déclaration était la correcte. Voilà. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur les dates, pardonnez-moi. Bon, tout ça pour dire que concernant Roy, beaucoup se sont posé la question, les suites du printemps arabe ont-elles sonné comme un désaveu d'Olivier Roy avec l'accès des mouvements politico-religieux
à la gestion politique des affaires. Non, car en intégrant le jeu politique, les 10 islamistes ont dû renoncer à une importante partie de l'utopie intégraliste dont ils étaient porteurs dès l'origine. Ils ont dû par exemple accepter les règles du multipartisme, de la concurrence critique, abandonner leur idée de fonder le califat, ce qui était le cas à l'origine de certains d'entre eux, de ces partis, hein, que ce soit le PJD au Maroc, Ennahda en Tunisie ou les Frères musulmans en Égypte, dont est issu, donc, comme vous le savez, le président Morsi. Donc peut-être une conversion, fus nolens volens, au processus de sécularisation. Par ailleurs, je reviens à l'anthropologie, 2 anthropologues, puisque Roy est politologue, ont montré à partir de leurs terrains respectifs l'intrication donc entre sécularisation et islam dans le monde contemporain. Patrick Eisenlohr, par exemple, suggère depuis son terrain mauricien, de l'île Maurice, donc, que la notion même d'autorité religieuse musulmane se trouve affectée par ce contexte général de sécularisation dans lequel elle se trouve dans le cas de l'île Maurice, et que, je cite, donc pour lui, l'opposition entre sécularité et religiosité, secularity and religiosity, doit être considérée comme une tension productive plutôt que comme une antinomie libérale, liberal antinomy. Donc, à 4000 km de là, je disais que j'avais cité 2 anthropologues, quelqu'un comme Sindre Bangstad tire des lessons from Cape Town donc en Afrique du Sud, en expliquant pourquoi, de son point de vue, et de manière assez radicale même, Islamic is secularism. Donc, au passage, Bangstad égratigne l'approche de Talal Assad et de Sabah Mahmoud, qui domine le champ de l'anthropologie de l'islam outre-Atlantique, qui consiste trop, selon lui, et là je le cite, à voir l'islam comme une tradition religieuse qui présente une différence radicale, voire une altérité avec le libéralisme sécularisé, donc vision qu'il conteste, à la suite de son terrain. Il est vrai que ces 2 terrains ont pour point commun, si vous voulez, sur ces terrains-là, l'islam est un fait minoritaire, hein, et non pas majoritaire. Donc certainement plus favorable à l'appropriation un contexte plus favorable à l'appropriation de traits culturels ou philosophico-politiques autres, fameux phénomène de l'acculturation, autres qu'en situation où cette religion est, elle, minoritaire. Mais la lecture de notre collègue, Reda Benkiran, nous a convaincus du bien fondé de cette grille de lecture, de la dynamique de l'islam dans le monde moderne comme sécularisation paradoxale, en quelque sorte. Donc je n'ai pas pu lui poser ma question, je lui rends hommage de cette manière. Mais ce n'est pas un hommage de circonstance, je le citais déjà bien avant, d'ailleurs, dans ma thèse, donc voilà, je tiens à le préciser. Reda nous dit quelque chose de très important, je trouve, dans son ouvrage « Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine », paru en 2004 au CERF. Donc, ma conviction, dit Reda, déclinée dans son principe faible, dit que l'islamisme, que partout l'on présente comme un regain religieux, intégrisme, fanatisme, produit parfois en douceur une expérience laïque qui travaille de l'intérieur le dernier et le plus grand des monothéismes. Dans son principe fort, donc, l'islamisme est vu comme un mouvement d'acculturation sans précédent dans l'histoire du monde musulman. L'islamisme n'est pas un retour du religieux, mais, nous soulignons, une nouvelle forme d'éradication du religieux, qui procède à la fois d'une idolâtrie métaphysique, c'est là où ça se complique un peu, Reda, d'une idolâtrie métaphysique propre au Nouvel Âge et d'une compréhension matérialiste du monde, produite par la modernisation et la mondialisation. Sa dynamique, celle de l'islamisme, est totalement de son temps, et son radicalisme, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, n'annonce pas un retour aux sources, mais une projection dans un futur qu'il faut situer tout d'abord le long des sillages de l'urbanisation. Donc le titre de l'ouvrage, je l'ai dit, le désarroi identitaire, dont est extrait le précédent passage, semble d'ailleurs en phase avec le moment historique qui devait lui succéder quelques 7 ans après. En parallèle, d'ailleurs, on pourrait rappeler qu'il y a 10 ans, en 2003, le livre de Reda 2004, Olivier Roy, que j'ai déjà cité, disait déjà que ce qui fait bouger le monde musulman aujourd'hui, ce ne sont pas les théologiens, mais des hommes et des femmes concrets, des acteurs économiques, des gens qui, par leurs pratiques ou leurs écrits, font justement l'islam réel. Donc,
bon voilà, pour nous, c'est évidemment intéressant, puisque c'est une forme d'affirmation, de réaffirmation de l'importance de la pratique de terrain et de l'ethnographie pour documenter ces situations-là et ce processus. Je vais donc passer à mon deuxième point. Je me sens même obligé de le faire, puisque mes prédécesseurs ont été très soigneux dans la définition des termes qu'ils employaient chacun et de leurs présupposés théoriques, donc avant d'arriver à la partie proprement sociographique et ethnographique. Tout simplement pour définir le concept de sécularisation, alors à travers le travail qui me semble relativement incontournable de Charles Taylor. Donc pour Taylor, la notion de sécularité a revêtu principalement deux significations jusqu'à présent. Lui en propose une troisième que je vais décrire, découlant d'ailleurs en partie des deux premières, mais plus juste et plus complète selon lui, plus adaptée à désigner les transformations que connaît le monde contemporain. Donc c'est la genèse de cette dernière qu'il va développer tout au long de cet ouvrage, un ouvrage imposant de plus de 1300 pages. La première signification, donc, sur laquelle Taylor s'arrête, la sécularité, si vous voulez, définie comme transformation affectant les espaces publics. Transformation affectant les espaces publics, donc un retrait de la visibilité de la foi, de la croyance à l'intérieur de ces espaces publics, à l'intérieur de ceux-ci. J'avais prévu de vous citer, mais je vous ai déjà abondamment fourni en citation, donc on va simplement dire que dans cette conception-là, donc auparavant le religieux avait une plus grande emprise sur les espaces publics et il était malaisé de s'y soustraire. Mais précise Taylor, et c'est important, cela n'empêchait pas les gens, cela d'ailleurs n'empêche pas que les gens continuent de croire en Dieu, parfois même massivement, et il donne l'exemple de la Pologne communiste, où il y a toujours eu, malgré tout, même en souterrain, une forte pratique de l'orthodoxie. Ou des États-Unis, donc, où la séparation Église-État est très ancienne, même si là peut-être ça pourrait un petit peu se discuter, mais en tout cas un niveau de pratique et de croyance très élevé. Donc première signification de la sécularité. La seconde, je cite, selon la seconde signification, la sécularité correspond au déclin de la croyance et de la pratique religieuse, là, donc on enchaîne sur une définition relativement différente de la première, au fait que les gens se détournent de Dieu et ne se rendent plus à l'Église. En ce sens, les pays d'Europe occidentale sont devenus séculiers pour l'essentiel, dit Taylor, même ceux qui conservent une référence résiduelle à Dieu dans l'espace public. Et l'illustration la plus évidente de ce type de sécularité, ou disons peut-être la plus paroxystique, est celle de la France et de son principe de laïcité. Oui, et donc je passe directement à la troisième, donc qui est celle-là que propose très directement Charles Taylor. Et donc qui est la suivante: cette conception de la sécularité donc, se concentre sur les conditions de la croyance. C'est-à-dire que Charles Taylor note une évolution qui nous fait passer d'une société où la croyance en Dieu n'est pas contestée à une société où l'on envisage seulement celle-ci comme une option parmi d'autres. Une option parmi d'autres. Alors, ce qui est intéressant pour nous d'ailleurs, c'est que Charles Taylor élimine du coup de cette définition de la sécularité les sociétés musulmanes. Il le répète même 2 fois en 15 lignes, au cas où on ne l'aurait pas compris. Et bon, donc s'il est effectivement difficile d'insérer les sociétés à majorité musulmane dans cette dernière catégorie, à tout le moins devons-nous être, depuis les révoltes arabes, plus prudents. C'est en tout cas l'idée que je défends, car de nombreuses sociétés musulmanes se trouvent à l'aube d'un choix, d'une bifurcation du possible, pour reprendre une sémantique de Reda, ben-kiranienne, qui pourra éventuellement les faire entrer dans cette catégorie de la sécularité. Donc j'enchaîne sur ma troisième, maintenant que ces points de définition sont faits de ma troisième partie, les hiatus entre islamistes et sécularistes au Maroc. Je vais essayer de présenter rapidement quelques données. Puisque l'hypothèse, donc, en lien avec la définition de Charles Taylor de la sécularité qu'on a vue, c'est que c'est d'abord précisément sur la notion de liberté, de conscience, de parole et de création, on verra, que portent les hiatus entre islamistes, partis islamiques, et sécularistes au Maroc.
Alors qu'est-ce que j'entends là aussi par islamiste et séculariste au Maroc, c'est-à-dire dans mon cas particulier, dans mon enquête particulière, je ne vais pas faire évidemment de définition générale de ce que c'est qu'un mouvement islamique et de ce que c'est qu'un mouvement séculariste, mais dans mon cas particulier, en tout cas dans notre enquête, nous nous sommes intéressés au PJD en campagne, le Parti Justice et Développement, donc, par des observations au siège de son parti, Rabat, ainsi que par une série d'entretiens formels et informels des jeunes cadres et militants. Et désigné ici comme séculariste, définition donc très appliquée, aucune prétention à la généralisation, tout mouvement civique dans le cas marocain d'opposition, alors d'opposition au Premier ministre et à son parti, de sensibilité plutôt de gauche, défendant les droits et les libertés individuelles et prônant une séparation du politique et du religieux, voire pour certains, mais pas tous, hein, pas toute l'opposition, un refoulement de tout ce qui a trait à la manifestation du religieux dans le domaine du privé. Et alors donc plus particulièrement, ici, nous sommes rapprochés du collectif Démocratie et Modernité et du mouvement pour la culture libre. Également du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, mais qui nous a apparu plus comme une coquille vide maintenant. Donc on s'est concentré sur ces deux que je viens de citer, et puis un autre que je ne citerai pas ici. Donc voilà, côté PJD, si vous voulez, bon, en novembre 2011, j'ai procédé à une série d'observations ethnographiques à la suite avant et à la suite du succès électoral au sein du mouvement. Alors, le PJD a été élu, évidemment, bon, parce qu'un certain nombre d'électeurs avaient confiance en leur incorruptibilité, pour beaucoup de Marocains en tout cas. Bon, mais cet aspect de morale religieuse aussi contenu également dans les signes extérieurs, dans le discours et dans une certaine mesure dans le programme du PJD, déborde les seuls aspects hein, de l'incorruptibilité et de la promesse d'une plus juste rétribution des richesses du royaume et de l'aide aux plus démunis. Alors en 2011, par exemple, on apprenait que la commission Mimouni, qui était en charge de la révision constitutionnelle, à la suite des mouvements dans le monde arabe, et qui ont eu un écho, comme chacun sait, au Maroc, sous le haut patronage du roi, avait biffé, donc la commission Mimouni, du projet de nouvelle constitution, la notion de liberté de conscience, sous la pression des députés du PJD, qui étaient alors au nombre de 47 et désormais au nombre de 107, donc désormais donc à la suite des élections. Alors j'ai demandé, quand on demande les raisons de ce refus aux parlementaires réélus et cadres du PJD, Abdallah Baha, il explique ainsi, je vais le citer, le lobbying de son parti sur ce point précis. Ce problème, nous dit Abdallah Baha, ne se pose pas. La liberté de conscience existe au Maroc. Personne ne vient vous faire l'inquisition sur ce que vous croyez. La liberté est déjà assurée, mais le problème, quel est-il ? Ce dont nous avons peur, c'est que si nous faisons une disposition pareille, donc la liberté de conscience inscrite dans la Constitution, on va ouvrir la porte au prosélytisme. Je pense surtout aux évangéliques, en fait je veux dire les évangélistes. Ils sont très actifs dans ce domaine. Je ne serais pas contre ce prosélytisme si c'est intéressant cette explication-là. Je ne serais pas contre ce prosélytisme si la société marocaine était au même niveau que les sociétés occidentales. Sur le plan de l'enseignement et des ressources, par exemple. Donc, ils profitent, les évangéliques, de la situation matérielle des gens et des nécessiteux. Donc, ce n'est pas honnête. Quand la société marocaine sera au même niveau que les sociétés occidentales, on aura la liberté comme en Occident. Parce qu'ils nous disent, pourquoi on donne la liberté aux musulmans dans nos sociétés et vous ne donnez pas cette liberté aux chrétiens dans votre société. Mais les chrétiens existent, ils sont là. Ils notent surtout des journalistes et des hommes politiques occidentaux. Et pour les juifs marocains, il n'y a pas de problème, ils sont là depuis des siècles, tant qu'ils ne font pas de prosélytisme et 3 points de suspension. Donc, voilà, on pourrait multiplier les exemples. Je ne vais pas d'ailleurs, il n'est pas nécessaire, je pense, de commenter ces propos si l'on s'en tient à une perspective sociographique ou ethnographique. Donc. Mais en tout cas, bon, on pourrait multiplier les exemples de hiatus entre mouvement islamique et mouvement séculariste. Bon, il y a eu cette notion notamment d'art propre, un concept qu'a repris le PJD et qui a fait réagir évidemment, c'est-à-dire un art qui corresponde aux critères de la morale religieuse telle qu'ils l'entendent,
et qui a fait réagir évidemment les sécularistes comme le mouvement pour la culture libre auprès duquel j'ai enquêté au Maroc. Une tentative de développement aussi, bon, un petit peu plus récent d'ailleurs, des programmes religieux et de ceux de réduction de ceux considérés comme non conformes à la morale religieuse par le ministre de la Communication, Mustafa Al-Khalfi, qui a créé aussi des tensions, et il a d'ailleurs été dessaisi du dossier par le palais. Dissension sur l'affaire, une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, l'affaire Amina Filali, donc une jeune Marocaine de l'Arrache, qui s'est suicidée après avoir été contrainte à se marier à son violeur en vertu d'une loi inscrite dans le droit marocain et dont l'abrogation est demandée, avant même ce fait-là, était demandée par beaucoup de militants. Dissension donc entre la ministre en charge de la famille du droit, Madame Bassima Hakawi, et les associations féministes, parce qu'elle a donné l'impression de défendre ou de ne pas vouloir toucher à cette loi. Bon, et plus récemment, une polémique assez, je trouve parlante, impliquant un conseil supérieur des ulémas, qui, réagissant aux libertés, on va dire, pour résumer très brièvement, libertés interprétatives d'un militant marocain laïque, a affirmé ou réaffirmé que toute personne qui apostasiait risquait, enfin était susceptible de recevoir la peine de mort. Ce qui s'est passé après, c'est que leur ministre de tutelle, en quelque sorte, qui est lui plutôt de tendance soufie, appartient à une confrérie assez connue là-bas qui s'appelle la Boutchichia, les a en quelque sorte tensés ou rappelés à l'ordre en disant au Conseil des ulémas que cette question n'était pas véritablement et définitivement tranchée dans la discussion dans le droit musulman. Et quelques jours après, le roi lui-même a assisté à une khutba, à Safi, un sermon, dans lequel l'imam donc déclarait que cette question aussi de l'apostasie, enfin que il rappelait la ikra'a fid din, donc il n'y avait point de contrainte en matière de religion, qui était une manière de réponse donc évidemment à la polémique qui avait fait rage quelques jours auparavant. Côté séculariste, donc pour glisser sans transition de ce côté-là, j'évoquerai le communiqué indigné, d'accord, 3 minutes, publié par le site du collectif Démocratie et Modernité en date du 28 février 2005, qui réagit à l'interprétation du tremblement de terre en Indonésie par le journal At-Tajdid, qui est considéré comme proche du PJD, sinon comme son organe par certains acteurs. Donc, à l'heure où le peuple marocain manifeste concrètement, ça c'est le communiqué, et massivement sa solidarité avec les victimes du sud-est asiatique, à l'appel de la société civile dans son ensemble, le journal At-Tajdid, proche du parti Justice Développement, PJD, a fait une lecture fanatique des événements tragiques qui ont frappé l'Asie du Sud-Est. Les 300 000 morts du tsunami ne seraient, selon ce journal, que l'expression de la colère divine. Ce discours haineux s'appuie sur une lecture obscurantiste de la religion que nous ne partageons pas, une lecture obscurantiste de la religion à des fins politiques. Cette interprétation est une insulte grave à la mémoire de tous les enfants innocents du sud asiatique, et il rappelle, là également, le collectif rappelle que c'est aussi une insulte à toutes les victimes des catastrophes naturelles survenues dans le monde, dont le tremblement de terre d'Agadir en 1961 qui avait fait 17 000 morts. Bon, simplement pour dire que là, on a quand même affaire à des imaginaires relativement inconciliables de ce point de vue. Plus proche de nous, on pourrait évoquer la réunion qu'a tenue le collectif Démocratie et Modernité les 16 et 17 mars à Casablanca, sur la liberté de conscience donc, au Maroc, et qui a abouti à un document de 10 pages, un plaidoyer pour la liberté de conscience. Voilà, je voulais en citer quelques extraits, mais j'ai déjà relativement dépassé le temps. Ce qui est intéressant, et peut-être pour faire d'ailleurs un comparatif avec le cas des militants sécularistes tunisiens, c'est que dans ce document, le collectif Démocratie et Modernité s'appuie sur le Coran. Donc là, le registre discursif religieux est présent, hein, il n'est pas évacué. Ce qui peut-être fait une différence d'ailleurs avec un certain nombre de mouvements sécularistes en Tunisie. Voilà, j'avais prévu également de vous parler de la réunion du mouvement pour la culture libre que j'ai évoqué, que j'ai légèrement dépassé. Et enfin, le mouvement du 20 février, comme j'ai dépassé, je vous renvoie aussi à l'article que j'ai écrit sur le 20 février, l'année du Maghreb, publié dans l'année du Maghreb en 2012, discours et portraits d'un mouvement de révolte au Maroc, où on prend 9 jeunes gens qui se sont impliqués dans ce mouvement-là. Je vous cite simplement un militant de l'Adwal Irsan qu'on avait interrogé in situ avec mon collègue Jacopo Granchi, politologue,
Donc, qui est un mouvement néo-charismatique qui, lui, en dehors du jeu politique légal au Maroc, et il nous fait part ainsi des dissensions à l'intérieur du mouvement du 20 février, dont a fait partie, précisément le mouvement d'opposition, dont a fait partie l'Adl wal-Ihsan, avec d'autres mouvements, donc plutôt de gauche, plutôt sécularistes, plutôt laïcs. Labib, 29 ans, donc militant de l'Adl wal-Ihsan, nous dit ceci. Parfois, j'ai eu du mal à défendre les décisions du mouvement du 20 février, même si j'ai essayé toujours de les défendre. À un certain point, ils ont refusé tous les slogans en relation avec l'islam. Je me rappelle un épisode à ce propos, il y a quelques mois, 80 militaires sont morts à cause d'un crash d'avion. Pendant la manif, on a décidé de faire une minute de silence, et d'habitude, pendant cette minute, les musulmans lisent la sourate al-Fatiha. Bon, les autres du mouvement ont refusé. Voilà pour une illustration donc, très très concrète des petits hiatus qu'il y a pu avoir entre les différents mouvements, à caractère islamique d'un côté, à caractère séculariste de l'autre. J'avais prévu de vous présenter le travail très très intéressant de mon collègue anthropologue Hassan Rachid, qui lui s'est intéressé à la sécularisation, au processus de sécularisation qui remonte un petit peu dans l'histoire du pouvoir royal marocain, qui lui semble être très manifeste et important. Bon, je vous renvoie à ses travaux, Hassan Rachid, il s'appelle. J'ai fait un compte-rendu d'ailleurs de lecture d'une de ses conférences sur ce point. Je conclurai en disant que même dans les pays à majorité musulmane, la sécularisation suit son cours, et cela fait certainement partie du plan divin. Je vous remercie. Merci beaucoup.